Bonjour et bienvenue. J'espère que cette histoire vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Oliver Grant avait 37 ans et travaillait comme développeur de logiciels indépendants, une carrière qui lui offrait la liberté de choisir ses propres projets et clients. Sa routine était flexible. Il se levait tard, travaillait à des heures inhabituelles, mais livrait toujours des résultats impeccables. Rebecca, sa femme de 35 ans, menait une vie bien différente. Chef de projet dans une start-up technologique nommée Nexus Innovation, elle était ensevelie sous les réunions, les délais et une culture d'entreprise qui promettait de révolutionner le monde à chaque nouvelle présentation. Ils étaient mariés depuis 6 ans, unis lors d'une petite cérémonie entourés de leurs proches. Pas d'enfants. C'était une décision mutuelle, ou du moins, c'est ce qu'Oliver croyait. Il vivait dans un appartement spacieux au 12e étage d'un immeuble moderne, dont les larges fenêtres offraient une vue panoramique sur les lumières de la ville. La vie était confortable, ordonnée, presque prévisible. Oliver travaillait dans son bureau improvisé, aménagé dans la deuxième chambre. Rebecca partait tôt et rentrait tard. Le week-end, ils essayaient de maintenir un certain rythme de couple. Brunch, marathon de séries et parfois une promenade. Mais la prévisibilité, Oliver allait l'apprendre, est un piège confortable qui dissimule de profondes fissures. C'était un dimanche soir. Ils étaient sur le canapé à regarder une série dramatique sur des couples en crise. L'intrigue avait atteint un point de rupture. Le personnage principal découvrait que sa femme le trompait depuis des mois. La scène était crue, montrant l'angoisse de l'homme confrontant sa partenaire. Oliver était absorbé, s'identifiant au personnage. Rebecca, au contraire, semblait indifférente. Elle mangeait une tartine de confiture à la fraise, les pieds repliés sous elle, les yeux rivés sur l'écran, mais sans véritable engagement émotionnel. Puis, elle prononça une phrase qu'Oliver n'oublierait jamais. Franchement, l'infidélité, c'est normal. L'erreur, ce n'est pas de tromper, mais de ne pas pardonner. Oliver mit la série sur pause. L'écran se figea sur le visage angoissé de l'acteur. Il se tourna vers Rebecca, confus. Qu'est-ce que tu veux dire par normal? Rebecca haussa les épaules en attrapant une autre tartine. Tout le monde trompe, Oliver. C'est la biologie, l'ennui, l'occasion. Ce qui compte, c'est la façon dont tu gères la situation quand tu le découvres. Sa voix était désinvolte, presque lasse, comme si elle commentait la météo. Oliver sentit un malaise immédiat, l'étrange sentiment que ce n'était pas seulement une opinion philosophique. Je ne suis pas d'accord. Tromper n'est pas anodin, ça détruit la confiance. Rebecca leva les yeux au ciel, un geste qu'elle faisait quand elle le trouvait naïf. Tu vois tout en noir et blanc, Oliver, je parie que la moitié de tes amis ont déjà trompé leur partenaire et tu ne le sais même pas. C'est de l'hypocrisie de prétendre que la fidélité est la norme. Elle mordit dans sa tartine, mâchant lentement. Oliver sentit son estomac se nouer. Il la regarda droit dans les yeux et demanda, sans détour. « Et toi, tu m'as déjà trompé ?» Rebecca eut un rire bref et sec. « Évidemment que non, mais je parle de statistiques, pas de moi. » Elle prit la télécommande et relança l'épisode, mettant fin à la conversation comme si elle était sans importance. Mais cette phrase résonna dans l'esprit d'Oliver toute la nuit. Il se coucha, agité, se retournant sans cesse tandis que Rebecca dormait profondément à ses côtés. L'infidélité, c'est normal. Pourquoi aurait-elle dit ça? Était-ce une simple provocation?
Une façon de paraître progressiste et moderne, ou y avait-il autre chose? Dans les jours qui suivirent, Oliver commença à prêter attention. De petits détails qu'il avait ignorés auparavant lui apparurent comme des signaux d'alarme. Rebecca souriait en recevant des notifications sur son téléphone, mais cachait rapidement l'écran quand il s'approchait. Elle se mit à porter des parfums différents, plus forts, plus sensuels, qu'elle n'utilisait jamais à la maison. La fréquence de ses réunions de travail tardives tripla. D'une fois par mois, elle passait à 2 ou 3 par semaine. Oliver essaya de chasser la paranoïa. Rebecca avait toujours été dévouée à son travail. Les startups exigent des horaires de fou. Mais la conversation sur l'infidélité martelait sa pensée. Il y avait quelque chose de défensif dans son ton, cette façon de banaliser la tromperie. Cela ressemblait moins à une opinion qu'à une justification préventive. Il était d'un naturel rationnel, habitué à résoudre les problèmes avec logique et données. Il décida d'aborder la situation de la même manière. Le mercredi suivant, pendant que Rebecca était au travail, Oliver fit des recherches sur les agences de détectives privées. Il trouva Apex Investigative Services, une société discrète avec de bonnes critiques en ligne. Il appela, expliqua la situation sans trop entrer dans les détails et engagea une surveillance de 10 jours. L'idée d'espionner sa propre femme le rendait malade, mais l'alternative, la confronter en se basant uniquement sur son intuition, lui semblait pire. S'il se trompait, il détruirait leur confiance pour rien. S'il avait raison, au moins, il aurait des preuves. Les 10 jours s'écoulèrent lentement. Oliver maintint sa routine, travaillant sur ses projets, discutant avec Rebecca au dîner, regardant des séries le soir. Elle ne montra aucun signe qu'elle se savait surveiller. Elle restait enjouée, parfois même plus affectueuse que d'habitude, ce qui ne faisait qu'approfondir la confusion d'Oliver. Le premier rapport arriva par email un vendredi après-midi. Oliver ouvrit le PDF les mains tremblantes. Il lut chaque ligne, étudia chaque photo. Le résultat: aucune activité sortant de la normale. Routine travail-domicile confirmée. Déplacement cohérent avec les activités déclarées. Oliver ressentit un soulagement immense, suivi d'une vague de culpabilité. Il l'avait soupçonné sans raison. Rebecca était fidèle. Leur conversation n'était que des mots en l'air. Il faillit appeler l'agence pour tout annuler, mais quelque chose l'en empêcha. Peut-être l'intuition, cette petite voix au fond de son esprit qui insiste même quand la raison dit le contraire. Peut-être le ton qu'elle avait eu ce soir-là, la certitude avec laquelle elle avait défendu l'infidélité. Ou peut-être la peur. Il autorisa 10 jours de surveillance supplémentaires. Le second rapport arriva un jeudi maussade. Oliver était dans son bureau, travaillant sur une interface utilisateur pour un client au Texas, quand la notification de l'email apparut. Il ouvrit le fichier. Le premier cliché le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Rebecca sortait de sa voiture, garée devant une simple maison de plain-pied dans un quartier qu'Oliver ne reconnaissait pas. La maison avait un petit jardin, une clôture en bois basse et une porte bleue délavée. Rebecca portait une robe qu'il connaissait, la grise qu'elle appelait confortable pour les longues journées de travail. Elle tenait un petit sac et regarda autour d'elle avant de se diriger vers la porte. La photo suivante montrait un homme ouvrant cette porte. Il paraissait avoir la quarantaine, des cheveux bruns parsemés de gris, une barbe de 3 jours, vêtu d'un simple t-shirt et d'un jean. Il sourit à Rebecca. Elle lui rendit son sourire, un sourire qu'Oliver reconnaissait, le même qu'elle lui adressait à l'époque où ils se fréquentaient.
Le rapport l'identifia. Gavin Clark, 44 ans, chauffeur VTC à plein temps, célibataire, casier judiciaire vierge, résident à cette adresse depuis 3 ans. Les photos suivantes documentaient la chronologie. Rebecca entrant dans la maison à 20h07. Aucune activité visible pendant des heures. Lumières allumées à l'intérieur, rideaux tirés. Rebecca sortant à 1h15 du matin, cheveux en désordre, chemisier froissé, chaussures à la main. Elle monta dans sa voiture, vérifia son reflet dans le rétroviseur, arrangea ses cheveux et rentra à la maison, où Oliver était censé dormir, ignorant tout. Oliver lut le rapport 3 fois, comme si la répétition pouvait en changer le contenu. Ses mains tremblaient si fort qu'il dut poser son téléphone sur la table. La pièce semblait tanguer, les murs se refermaient sur lui. Il ne pleura pas, ne cria pas. Il resta simplement assis, absorbant la destruction de 6 années de mariage en 16 photos numériques. Après 1 heure, figé sur place, Oliver prit une décision. Il ne la confronterait pas tout de suite. Il lui fallait plus d'informations. Rebecca était intelligente, douée avec les mots. S'il l'affrontait avec de simples photos, elle pourrait inventer des explications, manipuler le récit. Il avait besoin de contexte, de preuves irréfutables. Il se souvint que le téléphone de Rebecca était lié à leur sauvegarde iCloud partagée, un réglage qu'ils avaient fait des années plus tôt pour partager facilement les photos de vacances. Oliver ouvrit son ordinateur portable, se connecta et chercha les messages. Ce qu'il trouva fut dévastateur. Des messages avec Gavin remontant à 8 mois. Le premier venait de lui. « Bonjour, j'étais votre chauffeur hier soir. Vous avez laissé votre portefeuille dans la voiture. Je peux vous le déposer demain ?» Rebecca avait répondu. « Merci. Je ne m'en étais même pas rendu compte. Où peut-on se voir ?» À partir de là, les messages avaient évolué. Un flirt léger au début, des commentaires sur la musique, des blagues sur la circulation. Puis, des échanges plus personnels. Rebecca parlait de sa journée, se plaignait du travail. Gavin répondait avec attention, posait des questions, montrait un intérêt sincère. En 2 semaines, ils organisaient des rendez-vous, des cafés, des promenades, un dîner discret dans un restaurant éloigné. Puis la première mention de sa maison. « Pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi? Ce sera plus intime. » Oliver fit défiler les messages, chaque ligne le transperçant un peu plus. Rebecca disait des choses qu'elle ne lui avait jamais dites. « Oliver est trop prévisible. Avec toi, je ressens une intensité. Et aussi, tu me rappelles ce que c'est que d'être en vie. » Et le pire de tout, avec toi, c'est différent. C'est réel. Gavin répondait avec un romantisme mielleux, l'appelant « ma reine », parlant de projets d'avenir, de voyages qu'il ferait, d'une vie qu'il construirait. Il ne savait pas que Rebecca était mariée. Dans les messages, elle se présentait comme célibataire, une femme indépendante qui ne croyait pas au mariage et préférait vivre sans attache. Oliver referma l'ordinateur. Il prit sa tête entre ses mains, respirant profondément. La douleur était physique, une oppression dans la poitrine qui rendait la respiration difficile. Mais à côté de la douleur grandissait quelque chose de plus froid, de plus contrôlé, la clarté. Rebecca n'avait pas seulement triché. Elle avait construit un récit alternatif, menti à Gavin,
et tentait de conditionner Oliver à accepter l'infidélité comme normale, préparant peut-être le terrain pour une éventuelle découverte, ou se justifiant simplement à ses propres yeux. Oliver ne dormit pas cette nuit-là. Tandis que Rebecca ronflait doucement à côté de lui, il élabora un plan. Il n'y aurait pas de scène dramatique, pas de cris, pas de supplications. Il allait gérer cela comme la correction d'un bug dans un code. Identifier le problème, isoler la cause, éliminer l'erreur. Le lendemain matin, vendredi, pendant que Rebecca était au travail, Oliver envoya toutes les preuves, photos, messages, rapports de l'agence, à son avocat, Marcus Brennan, un vieil ami d'université spécialisé en droit de la famille. Marcus l'appela moins d'une heure plus tard. Oliver, ces preuves sont solides. Tu veux demander le divorce? Oui. D'accord, je prépare les papiers. Ça prendra environ 2 jours. Tu veux qu'elle soit notifiée officiellement ou tu préfères lui parler d'abord? Oliver réfléchit un instant. Je veux qu'elle soit hors de l'appartement avant même qu'elle ne sache ce qui se passe. Marcus hésita. C'est inhabituel, mais techniquement, comme l'appartement est majoritairement à ton nom, tu peux changer les serrures. Elle pourra contester, mais avec ces preuves, aucun juge ne te pénalisera. Fais-le. Marcus appela un serrurier qui arriva dans l'après-midi. Oliver le regarda changer les serrures de la porte d'entrée. Chaque tour de clé semblait sceller un chapitre, fermer une porte, au sens propre comme au figuré. Puis, Oliver sortit 3 grandes valises du placard et commença à emballer les vêtements de Rebecca. Ce n'était pas un geste de fureur. C'était un processus méthodique, presque clinique. Il plia chaque vêtement, rangea les chaussures, plaça les articles de toilette dans une trousse. Quand il eut terminé, il empila les valises près de la porte, à côté de 3 cartons remplis de ses livres, cosmétiques et objets personnels. Sur le dessus, il laissa une enveloppe blanche contenant une lettre manuscrite. Rebecca. Peut-être que pour toi, l'infidélité est normale. Sache que les conséquences le sont aussi. Toutes les preuves de ta liaison avec Gavin Clark sont entre les mains de mon avocat. N'essaie pas de me contacter directement. Toute communication doit passer par Marcus Brennan, dont tu trouveras les coordonnées sur la carte ci-jointe. Les serrures ont été changées. Tes affaires sont devant la porte. Ne reviens pas. Le divorce sera rapide. Ne le conteste pas. Oliver. Rebecca rentra à 20h30. De l'intérieur, Oliver entendit le bruit de sa clé tournant sans succès dans la serrure. Un silence, puis des coups à la porte. Oliver, Oliver, la clé ne marche pas? D'autres coups. Oliver, ouvre la porte. Il ne répondit pas. Il était assis sur le canapé, un casque sur les oreilles, bloquant le bruit. Il ne voulait pas entendre, ne voulait pas céder. Rebecca appela. Il bloqua son numéro. Elle envoya des dizaines de messages, passant de la confusion au désespoir, puis à la rage. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, explique-moi. Oliver, c'est ridicule. Laisse-moi entrer. Tu n'as pas le droit de faire ça. Oliver éteignit son téléphone. Rebecca resta devant la porte pendant près d'une heure, alternant entre les coups, les appels, et finalement, l'ouverture de l'enveloppe. Il entendit, à travers la porte épaisse, un cri étouffé. Probablement le moment où elle lut la lettre et vit les photos imprimées que Marcus avait suggéré d'inclure. Puis le silence. Elle prit ses valises et partit. Les jours suivants furent un brouillard. Oliver travaillait mécaniquement, répondait aux emails de ses clients, respectait ses délais.
Marcus le tenait informé de la procédure. Rebecca avait engagé un avocat, mais les preuves étaient si solides qu'il n'y avait aucune place à la contestation. Sans enfant, la séparation serait principalement financière. L'appartement, dont Oliver était propriétaire à 70% avant le mariage, lui resterait. Rebecca devrait rembourser 15 000 $ retirés de leur compte joint au fil des mois, argent qui, découvrirent-ils plus tard, avait servi à payer des dîners coûteux, des cadeaux et même à couvrir certaines dépenses de Gavin. En désespoir de cause, Rebecca tenta de voir Oliver en personne. Elle se rendit à l'immeuble, mais le concierge avait pour ordre de ne pas la laisser monter. Elle essaya d'aller au bureau d'un client, où elle savait qu'Oliver travaillait parfois, mais il avait déjà prévenu la sécurité. Sans autre option, Rebecca décida de tout raconter à Gavin, espérant son soutien. Elle le rejoignit chez lui, les yeux rougis, et avoua tout. Elle était mariée, Oliver l'avait découvert, et elle était en plein divorce. La réaction de Gavin fut à l'opposé de ce qu'elle attendait. Il pâlit, recula de 2 pas. « Tu es marié depuis tout ce temps? C'était une situation compliquée. »« Tu as menti, » coupa Gavin, la voix basse mais ferme. « Tu as dit que tu étais célibataire, que tu vivais seul. »« J'allais te le dire. »« Quand? Une fois que je serais encore plus impliqué? Une fois que je serais devenu l'idiot qui tombe amoureux d'une femme mariée? » Gavin secoua la tête et lui ouvrit la porte. « Sors d'ici. Je ne veux plus jamais te revoir. »« Gavin, s'il te plaît, sors. » Rebecca sortit en titubant et monta dans sa voiture, les mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine tenir le volant. Gavin bloqua son numéro, ses réseaux sociaux, et se fit la note mentale de ne plus jamais faire confiance aux passagères séduisantes qui lui demandaient son numéro personnel. Le divorce prit 6 mois. Rebecca tenta de contester le remboursement des 15 000 $, mais les relevés bancaires étaient clairs. Retraits réguliers, dépenses dans des restaurants où elle avait été avec Gavin, achat de cadeaux. Son argumentation s'effondra lors de son témoignage, surtout quand Marcus présenta les messages où elle disait à Gavin qu'elle paierait pour tout parce qu'il le méritait. Le jugement fut en faveur d'Oliver sur presque tous les points. Il garda l'appartement. Rebecca dut rembourser l'argent par mensualité sur 2 ans et payer les frais de justice. Mais le coup de grâce vint d'une source inattendue. 3 mois après la finalisation du divorce, Oliver reçut un appel de James, un ancien collègue de Rebecca chez Nexus Innovation. « Oliver, je ne sais pas si tu es au courant, mais Rebecca s'est fait virer. » Oliver s'assit. « Quand? » »« La semaine dernière. Officiellement pour violation du code de conduite, mais tout le monde connaît la vérité. Elle avait une liaison avec Andrew Tillman, le représentant commercial d'un fournisseur de l'entreprise. Ils ont été surpris dans une situation compromettante dans la salle de conférence après les heures de travail. Oliver ferma les yeux. Pas Gavin. Un autre. Peut-être y en avait-il toujours eu d'autres. « Je pensais que tu devais savoir, » continua James. « Elle ne va pas bien. Elle a dû retourner vivre chez ses parents dans un autre État, en Oregon, je crois. » Oliver le remercia et raccrocha. Il sentit un pincement. Pas de la pitié, ni de la satisfaction. Juste la froide confirmation que Rebecca n'était pas la victime d'une erreur passagère. C'était un schéma de comportement. Les mois qui suivirent furent consacrés à la reconstruction. Oliver élargit sa clientèle, accepta de plus gros projets
et voyagea en solo à travers l'Amérique du Sud, chose que Rebecca avait toujours refusée, préférant des destinations plus développées. À Buenos Aires, lors d'un atelier de design, il rencontra Isla, une photographe argentine à l'accent doux et au sourire sincère. Ils commencèrent comme amis, échangeant des emails sur le travail et les voyages, puis quelque chose de plus profond s'épanouit. Un an après le divorce, Oliver était dans son appartement, redécoré avec de nouveaux meubles, quand il reçut un email de Rebecca. L'objet disait simplement « S'il te plaît, lis ». Il hésita, le curseur planant sur le message. Finalement, il l'ouvrit. La lettre était longue, pleine d'excuses et d'auto-analyse. Rebecca expliquait qu'elle suivait une thérapie, qu'elle comprenait la gravité de ses actes et reconnaissait son schéma destructeur. Elle disait ne pas attendre de pardon, mais voulait qu'il sache qu'elle essayait de devenir une meilleure personne. Elle terminait par tu méritais plus que ce que je pouvais donner. Je suis désolé d'avoir détruit quelque chose qui était bien. Oliver la lut 3 fois. Puis il cliqua sur Répondre. Il écrivit une seule phrase. Tu avais raison sur un point. Le pardon compte. Mais il arrive trop tard pour ceux qui ne le demandent pas à temps. Il envoya le message, bloqua son adresse e-mail, ne répondit plus jamais. 2 semaines plus tard, Isla vint lui rendre visite pour la première fois. Ils cuisinèrent ensemble, regardèrent le coucher de soleil à travers les grandes fenêtres et parlèrent d'avenir possible, sans le poids d'un passé détruit. Quand elle l'interrogea sur son précédent mariage, Oliver répondit honnêtement, sans amertume. J'ai appris que certaines personnes banalisent l'infidélité parce que c'est la seule façon pour elles de vivre avec leurs actes. Et j'ai appris que je méritais quelqu'un qui n'a pas besoin d'excuses philosophiques pour être loyal. Isla sourit et l'embrassa doucement. Tu le mérites. Et pour la première fois depuis plus d'un an, Oliver y crut. La vie avait réclamé le prix de la trahison, non pas par une vengeance bruyante ou des confrontations violentes, mais par la conséquence silencieuse et inévitable des mauvais choix. Rebecca avait perdu un mariage, un partenaire, une stabilité financière, un emploi, des amis, et finalement, le récit qu'elle avait construit pour justifier ses actions. Oliver, lui, avait découvert que les nouveaux départs n'exigent pas le pardon, mais seulement la clarté sur ce que l'on ne tolérera plus et le courage de fermer des portes qui auraient dû être verrouillées depuis longtemps. Et quand il repensait à cette conversation sur le canapé, à cette phrase que Rebecca avait lancée avec tant de désinvolture, la fidélité, c'est normal, il comprenait enfin. Pour elle, peut-être que ça l'était. Mais les conséquences, elles aussi, étaient normales, inévitables, justes. Et il alla de l'avant sans se retourner. Non pas parce qu'il avait oublié, mais parce qu'il avait enfin compris que certaines personnes ne méritent même pas l'effort du ressentiment, juste l'indifférence. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À très bientôt.